Bienvenue sur Gone Digital, le podcast dédié à celles et ceux qui font le web à Lyon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gone Digital. Il y a beaucoup d'adjectifs qui pourraient qualifier ma nouvelle invitée. Pétillante, énergique, déterminée, tenace, passionnée, Pauline Rau est tout cela et bien plus encore. Actuellement responsable stratégie de marque et communication au B612, Pauline nous raconte son parcours pro où son instinct l'a menée au gré du vent. Elle nous donne également ses bons conseils pour communiquer avec les journalistes et nous révèle sa passion pour l'écriture. Très bonne écoute. Bonjour Pauline. Bonjour. Merci de venir dans ce podcast. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Super, tu nous accueilles au B612 du coup. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Ma première question c'est, est-ce que tu viens de Lyon ? Non, je viens pas de Lyon. J'aime dire que Lyon est ma ville de cœur, d'adoption. Je suis arrivée à Lyon après le bac pour faire une prépa Hippocagne. Et avant j'étais en région parisienne et à l'origine je viens de Normandie. Normandie, d'accord. Donc Lyon est ta ville de... Ouais, de choix. De choix, c'est ça. Quelle relation est-ce que tu as avec le web ? Je dirais que j'ai une relation quotidienne, mais pas non plus passionnelle. Je me dis pas experte non plus du web. Je me sens pas dépendante du web non plus. J'aime rester sans mon téléphone, sans ordinateur les week-ends et en vacances sans aucun problème. D'accord. Et surtout, je dirais que j'ai une relation un peu comme aux cigarettes, un peu mondaine. En fait, j'aime bien de temps en temps. Et je trouve que le web et tout ce qui peut être généré comme relation par le web ne remplacera jamais une vraie relation faite de chair et d'os et de regard humaine, et que du coup c'est vraiment un step 1 d'une relation. Et aussi j'ai une relation au web, je compare aux cigarettes dans la mesure où je pense qu'il y a quand même des limites et des dangers. Et j'ai un petit garçon de 4 ans et demi et clairement je vois au quotidien que son rapport aux écrans plus globalement et au web peut être un vrai sujet. Et donc du coup je fais attention à ça, qu'on ne pourra pas lutter contre ça, que il est né avec, c'est un enfant de la toile, et qu'il faut juste l'intégrer au mieux. Ok. Parlons un peu de tes études. Donc, tu as fait Hippocagne, comme tu l'as dit là, l'Université Lumière, puis un Master 2 en journalisme à l'Université Paul Cézanne, c'est à Aix. C'est à Aix-en-Provence, ouais. D'accord. En fait, j'ai commencé après le bac, donc j'ai eu mon bac en région parisienne. J'ai voulu partir après le bac pour me rapprocher d'une autre réalité, qui était peut-être plus propice aux études de haut niveau, dans la mesure où j'ai fait une prépa Hippocagne. J'ai fait 1 an au lycée d'Orario dans le 6e. C'était un an très difficile. C'est une prépa, on va pas se le cacher, c'était très difficile. Dur. Je regrette pas, j'ai beaucoup appris, mais ça a été dur. J'ai pas fait de 2e année. Voilà, c'était un mal pour un bien, je crois. Et puis du coup, l'avantage, c'était qu'il y a les passerelles. Donc j'ai pu rejoindre la fac Lyon 2, où j'ai du coup intégré la fac de Lyon 2, où j'ai fait du coup une licence bidisciplinaire sciences économiques, sciences politiques. Okay. Donc à Lyon 2, sur les quais du Rhône, c'était plutôt sympa. Ouais, c'est top. Pas à Bron. Non, c'est pas à Bron. Je crois que j'avais une matière à Bron dans les yeux libres. Moi, je suis allée à Bron. L'usophonie, c'était le mercredi matin à Bron à 8h. Voilà, on aime bien. Et après, du coup, effectivement, j'ai fait un Master 1 recherche, parce que je voulais faire à l'origine un doctorat. Parce que j'aimais beaucoup l'école. J'aimais beaucoup le rapport à l'école. J'aimais beaucoup me dire qu'on me demande juste de m'asseoir sur un banc et d'écouter des gens qui sont sachants. Donc j'aimais bien ce principe-là. J'étais pionne pendant longtemps dans les lycées, les collèges aussi. Ok, ouais. D'accord. Enfin, tout ce rapport à l'éducation, DigiSchool aussi, après, a fait écho. Voilà. Et donc, du coup, après, j'ai trouvé un Master 2 à Aix-en-Provence, qui était journalisme et communication économique, qui était un Master de pro, du coup, donc c'était pas fait pour forcément faire un doctorat. Et j'avais des amis à Aix-en-Provence et je voulais un peu changer d'air sur la fin de mes études. Et j'ai dit, yallah. Donc, j'ai fait mon Master 2 à Aix-en-Provence. Tu commences ta carrière en 2010, du coup, en étant assistante journaliste chez Direct 8. Ouais, c'était comment ? C'était top, c'était mon premier stage, de Master 2. Donc après 5 ans d'études où j'ai pas du tout une seule fois flirté avec le monde professionnel, de l'entreprise, rien du tout. Donc premier stage à Paris, devant la tour Bolloré à l'époque à la Défense. Donc assez impressionnant en plus pour une chaîne télé. Il y a toujours eu ce côté un peu fascinant de la télévision. J'aime beaucoup le monde de la télé, le monde des médias, mais le monde de la télé particulièrement. En plus ça faisait écho, j'ai fait Pékin Express. Okay. J'ai participé à Pékin Express il y a 10 ans de ça, j'étais en Master 1.
Et donc du coup, j'avais été fascinée aussi par le côté coulisses d'une télé-réalité, journaliste, interview, tout ce qui peut se passer pour faire une émission comme Pékin Express, qui est quand même une belle émission, je trouve. Bien sûr. Et donc du coup, d'intégrer D8, c'était top pour voir un peu ce côté effectivement média, comment on monte une émission. Et j'avais bossé pour une émission qui s'appelait Langue de bois s'abstenir avec Philippe Labro, donc assez canon, avec des gens qui passaient, des chroniqueurs de haut vol, etc. Et je cherchais les sujets, je faisais les bons titres, les dérochages, les transfixes, c'était assez intéressant. Et ensuite, tu reviens à Lyon et Annecy en tant que chargée de com, puis responsable édito chez Super Performance. Ouais, c'est zonebourse.com. En fait, c'était mon deuxième stage parce que durant le Master 2, j'avais 2 stages à faire. Enfin, j'avais un stage de 6 mois et je voulais toucher à 2 univers différents. Donc, l'univers média, télé, avec vraiment Direct 8, la télé, on y va. Et le côté un peu plus pointu, finance, économie, bourse, qui était aussi plus porteur pour avoir du taf derrière. C'est ça, d'accord. Donc du coup, je suis revenue sur Lyon, j'ai fait mon stage chez zonebourse.com, qui était rue de la République, donc top, super. J'habitais qu'à Saint-Vincent à l'époque, donc c'était à côté, et c'était le stage trop génial. Et du coup, après, j'ai été embauchée effectivement chez Zonebourse après la fin de mon stage, donc parfait, la situation idéale. Après la fin de stage, 5 mois, proposition de CDI tout de suite. Wow. Super joli poste. Et après, il y a eu cette petite nuance où Franck Morel, qui est le dirigeant de zonebourse.com, qui est d'Annecy, a voulu revivre sur Annecy. Et donc du coup, à l'époque, j'avais 21 ans, premier boulot, j'avais un super package, des super missions. Je me dis, je peux pas passer à côté. Allez, je suis sur Annecy. Donc, je suis partie à Annecy pour zonebourse.com, où je suis restée un an. Un an, parce que Annecy, ça peut faire rêver, mais le mardi au mois de novembre à 8h, le lundi, c'est assez compliqué. Annecy, c'est sympa de juin à fin septembre. Mais voilà, c'était un an, j'ai fait des superbes rencontres et j'ai beaucoup aimé bosser avec Franck et Zonebourse, mais au bout d'un an, j'ai préféré revenir sur Lyon aussi pour mon amoureux de l'époque aussi. D'accord. Et en 2012, tu vas chez Xerfi en tant que chef de projet et chargé d'études économiques. Et ce que j'ai remarqué dans ton parcours, c'est que tu as toujours un pied dans le monde de la finance et de l'économie. C'est un secteur que tu aimes bien? Malgré tout, non, c'est pas un secteur qui me passionne. Je suis pas passionnée, j'ai un intérêt. Jamais aimé les chiffres, forcément. Donc, je suis pas fan de microéconomie. Par contre, j'ai toujours beaucoup aimé les théories macroéconomiques, les process de raisonnement financier, toutes les matières qui étaient, même à la fac, sur le développement, le commerce international. J'aime bien plus les logiques macroéconomiques. Donc j'ai toujours rêvé dedans, mais j'ai toujours surtout beaucoup appris. Xerfi, en fait, effectivement, ça a été la raison de mon retour à Lyon. Enfin, j'ai pu trouver ce boulot en revenant sur Lyon après Zonebourse. C'était très dur, Xerfi. Je compare un peu Xerfi à la prépa du monde professionnel. C'est un bureau d'études prestigieux, les contenus sont de très haute qualité, il y a beaucoup de rigueur, et il y a peu de place à la subjectivité, il y a peu de place à... c'est très factuel, très objectif. Voilà. C'est un peu carré. C'est un peu carré. Je suis pas tout le temps très carré. J'ai besoin d'un peu de folie et je me sentais très, très engoncée, très, très à l'étroit. Ok. Pas forcément à ma place. Donc tu changes. Donc je change. Et tu vas chez DigiSchool. Voilà, et en fait DigiSchool, donc Thierry de Barneau, c'est l'homme de ma vie, enfin dans le sens boulot. Ça a été un peu mon mentor. Et je l'avais déjà rencontré à l'époque quand j'avais quitté Zonebourse, mais c'était à l'époque média étudiant et c'était tout petit sur Lyon. C'est ça. Et j'avais le choix entre déjà à l'époque média étudiant ou Xerfi. J'étais allée un an chez Xerfi et je continuais à devoir Thierry régulièrement en déjeuner. Puis un déj, il me dit c'est qu'on grossit là, on s'est rapproché de Créative, on commence à être pas mal, on a déménagé. Ok, je dis vas-y, il y a un truc peut-être qui se profile. Donc il m'a fait visiter les locaux. Et puis j'ai toujours beaucoup apprécié Thierry humainement. Et puis j'ai dit allez, parfait, j'arrête Xerfi, donc sur une rupture conventionnelle. Et j'ai commencé DigiSchool en décembre, qui était à l'époque média étudiant. Et je pense que j'ai vraiment pris le bon train au bon moment avec DigiSchool. Je suis arrivée en décembre, il y a eu une première levée de fonds de 3 millions d'euros en mars. Et 2 ans plus tard, on a levé 14 millions d'euros. Donc pour une pépite EdTech à Lyon, c'était énorme. Et ça a été une période de ma vie professionnelle incroyable où j'ai énormément appris. J'ai beaucoup travaillé aussi, avec un management particulier à la Thierry, mais qui permet d'extraire le jus, comme je dis, des personnes. Et il m'a fait aller très loin. Dans tes compétences. Vraiment, il m'a amené, c'est lui qui m'a amené, sans même que moi je le vois et que je le sache, assez haut en termes de compétences et de plaisir au boulot aussi, quoi. Oui, parce que tu as changé de poste en fait. Mais en fait, c'est les startups, on arrive pour un poste et tu repars avec 4 postes différents. Donc au début, effectivement, je suis rentrée chez DigiSchool pour booster le contenu, monter en qualité, la qualité et le volume. Et puis, moi, je pense que pour
le contenu n'est qu'un moyen de faire rayonner une marque. Donc très, très rapidement, on est arrivé sur des enjeux de communication avec une agence RP qu'on a pris, donc réfléchir à comment mettre en avant nos différentes actions, nos différents produits, etc. Donc j'ai commencé à prendre la com, et puis après on a voulu faire de l'événementiel. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pris l'événementiel. Au début, je voulais pas. Au début, Pourquoi ? Parce que c'est un taf de pétasse pour moi, l'événementiel. Non, mais pour moi, la com et l'événementiel, ça peut vite faire un peu superficiel et fiasse, quoi. Mais là, d'être dans la com, l'événementiel, dans la fintech, ça crédibilise un peu plus que je suis pas dans la mode. Et c'est vrai que ce côté légitime, ça me faisait rire sur la partie événementielle. Et donc, quand Thierry m'a dit, ouais, il faut choisir entre soit tu gardes le contenu l'éditorial, soit tu prends tout ce qui est com, RP, événementiel, c'était comme choisir entre ma mère et mon père. C'était très très dur, quoi. Et puis j'ai préféré prendre la com événementielle pour apprendre parce que je ne connaissais pas, j'ai vraiment appris. Et donc j'ai fini effectivement mon parcours chez DigiSchool en gérant la com, l'événementiel et les relations presse. D'accord, super. Et du coup, c'était quoi tes missions spécifiquement ? Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter, une anecdote chez DigiSchool ce qui a vraiment été chouette, c'est qu'on a créé de toutes pièces le service offline de DigiSchool. Donc au début, c'était vraiment une plateforme digitale. Donc on crée des applications et des sites web pour les millennials, donc les 15-25 ans qui avaient besoin de contenu et d'accompagnement pour réussir leur révision, leur examen, mais aussi leur choix d'orientation. Et puis on est venu doucement sur l'événementiel en se disant que le digital ne remplacera une fois de plus jamais le rapport humain et le one-to-one physique. Donc on a créé la première offre Figital en faisant les 24 heures d'orientation, donc qui étaient les salons étudiants nouvelle génération qu'on voulait dépoussiérer pour mettre en avant une relation plus intimiste, de proximité, où le jeune était vraiment écouté dans son individualité pour lui proposer une solution sur mesure, voilà, etc. Ça, c'était un vrai challenge de monter ça. On a commencé à Paris, puis Paris-Lyon, puis Aix, on a fait Aix, Bordeaux, Montpellier, tout ça avec très peu de moyens parce qu'on était en mode start-up. J'étais juste avec un système D, j'étais juste avec Michel, mon collègue, pour m'accompagner, qui était à l'époque stagiaire, qu'on avait appris à embaucher. Et en fait, la levée de fonds de 14 millions s'est fait notamment autour de cette promesse de booster, de développer l'offre offline et d'avoir un vrai business model derrière ça. Ça s'est pas toujours passé comme ça. Ça n'a pas été si simple. C'est normal, hein. Ça n'a pas été si simple. On croit qu'on a un objectif et puis pour y aller, c'est... Voilà. Donc ça a été vraiment une des belles missions. Et puis surtout la chance de pouvoir gérer la construction de l'image de marque DigiSchool. Et clairement, on va pas se le cacher, quand on lève 14 millions d'euros auprès de la famille Mullier et de la Ville-Guérin, qui sont quand même des gros investisseurs, notamment Créadev, en termes de relations presse, ça aide pour avoir des interviews. Donc avoir ce vrai boulevard pour m'éclater en termes d'RP, c'était top. Et une fois de plus, avoir des télés. Et j'aime beaucoup une RP au Progrès, c'est bien, mais une RP à BFM ou au TF1, c'est mieux. Donc, et avoir cette chance de pouvoir placer Thierry sur les plateaux télé et gérer les émissions. On a eu beaucoup de reportages chez nous aussi. Donc, ils venaient. On a eu M6, on a eu TF1, on a eu. On en trouve plein des reportages sur DigiSchool. Et c'était tout ça, c'était vraiment dans une de mes missions principales et préférées. Ouais, c'est ça. Parce que j'adorais effectivement aller chercher le journaliste. On a même eu Canal+, on a eu le tube de Canal+ qui est venu. C'était génial avec Dorian qui est resté du coup qui est resté en relation. Et donc quand ils t'appellent, qui te font oui, on réfléchit à faire un reportage, on a plusieurs idées, t'es là ce sera chez nous, et tu lâches pas le truc, il faut trouver le scénario qui va leur plaire, donner l'ordre du biscuit comme on dit aux journalistes pour qu'ils visualisent les images, qu'ils arrivent à se dire voilà, ok, on va venir chez eux, quoi, se projeter. Et quand ils disent c'est bon, le tournage a lieu dans 2 semaines, c'est génial. C'est génial. Et quand c'est diffusé, c'est hyper grisant. C'est pas, en fait, le ROI des RP il est cash, quoi. C'est hyper agréable. Rien, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, tu es responsable stratégie de marque et communication au B612. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi le B612 ? Alors, le B612, avant que j'arrive il y a quelques mois, on aurait dit incubateur, accélérateur de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. On trouve que le terme incubateur, accélérateur est réducteur et voire obsolète dans la mesure où nous, on accompagne aujourd'hui 35 startups à Lyon et Grenoble, toutes des startups tech, soit fintech, insurtech, donc des solutions financières, bancaires disruptives. J'ai vu, mon petit placement, ce genre de... Voilà, mon petit placement, Finalgo, Finkey.
Également, deuxième marché, des startups qui développent des solutions qui vont à terme bouleverser les fonctions transversales des grands groupes. Donc ça peut être de la comptabilité, de la communication interne, gestion des mobilités, RH, etc. Parce qu'on se dit que ces solutions-là ont les mêmes chances que des solutions fintech ou insurtech à terme de pouvoir impacter les départements communication ou RH de la caisse d'épargne et à terme d'autres grands groupes. On a une seule ambition qui est très modeste, bien sûr, c'est changer le monde. Voilà, très modeste. Très modeste. Donc on se dit qu'on commence effectivement en insufflant ces solutions modernes et digitales, disruptives, comme on dit tout le temps, à la CERA, à la Caisse d'épargne en Alpes, et pourquoi pas à terme dans d'autres grands groupes. D'accord. Donc on n'aime pas trop ce terme-là, incubateur, accélérateur, incubateur, donc du coup on parle de hub maintenant. D'accord. De hub 612 dans la mesure où il y a déjà une notion de prise de hauteur sur l'écosystème et surtout d'interconnexion bienveillante entre tous les membres de l'écosystème. On n'est pas sous cloche, on n'existe pas sans les autres. On a aujourd'hui à Lyon, il y a une 50aine de structures d'accompagnement entrepreneurial. Il y a Hachette qui vient d'ouvrir, on a pris des places chez Hachette pour se dire que c'est un lieu où il va y avoir de l'émulation. Ouais, voilà. Et puis c'est comme ça, on offre à nos startups la chance de pouvoir aller une fois par semaine, une fois par mois, lorsqu'elles le veulent, vraiment à leur guise, aller chez Hachette pour faire un rendez-vous client, pour faire un mini séminaire en interne, pour changer d'air, pour aller rencontrer d'autres communautés d'investisseurs, d'entrepreneuriat, de corporate, etc. Top. Okay. Donc on se définit vraiment, voilà, quand on est une structure d'accompagnement entrepreneurial dédiée aux startups tech, avec vraiment le but de faire du réseau, de la mise en relation pour un seul but, la croissance des startups qu'on accompagne. Ok. Et toi, pourquoi tu es là aujourd'hui ? Et moi, je suis là parce que c'est une rencontre de vie. Vraiment, j'ai toujours ça. Mais là, ça s'est vraiment avéré. En fait, c'est Sylvain Brissot, qui est le directeur adjoint, que j'ai rencontré dans le cadre d'une mission pour DigiSchool à l'époque. Je voulais faire un salon MBA Master à Lyon. Il me fallait un lieu gratuit. J'ai dit, tiens, Tourin City, il y a un espace extrêmement sympa au 26e étage pour faire des événements. Eux avaient besoin aussi de développer leur communication auprès des MBA Master pour pouvoir vendre leurs prêts bancaires, enfin tout ce système win-win. D'accord. Ça s'est pas fait, mais c'est pas grave parce que j'ai rencontré Sylvain. C'était il y a 2 ans, ça. Le genre de rencontre où tu pars de ce rendez-vous. Donc déjà le rendez-vous c'est fait. On est resté en bas à fumer une cigarette, on a papoté pendant je crois 2 heures sur un banc. Bla 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 bla. Je dis mais c'est pas possible, c'est une rencontre fondamentale. Et je suis rentrée chez moi en me disant je ne sais pas quand, comment, qui. Mais ce mec va compter. Je ne sais pas, je savais pas encore, mais je savais qu'il allait compter. En fait, Et donc on se revoyait régulièrement, donc on déjeunait ensemble de temps en temps, et on s'est recroisés il y a 1 an pile poil au banquet de la cuisine du web, bien sûr. Au Hard Rock Café. Et donc du coup on a bu du rosé jusqu'à tard, on a rediscuté, on a repartagé nos visions du travail, nos valeurs, ça a matché comme à chaque fois. Et je partais au Maroc avec des amis la semaine d'après et j'ai eu un message LinkedIn où Sylvain me disait coucou, on muscle l'équipe, on réfléchit à créer un poste sur un profil comme le tien pour aider B612 à rayonner et pour aussi avoir un rôle de consultante auprès des startups sur leur hors-jeu comme communication. Hyper intéressant ça. J'ai dit mais go, ça faisait 7 ans chez DigiSchool. C'est long, hein, 7 ans chez DigiSchool, j'avais connu les vraies belles heures avec la construction de l'image de marque, la levée de fonds, toutes les vraiment belles heures. Thierry était parti, Thierry de Barneau qui était mon mentor, pour monter Gaming Campus. Donc j'avais dit je reste chez DigiSchool pour être loyal à la marque. Je voulais vraiment aller au bout. Mais j'ai été déçue de plusieurs choses sur la fin de mon parcours chez DigiSchool. Donc au bout de 7 ans, j'ai dit allez, c'est bon. 7 ans, c'est bien, hein, c'est le renouveau. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit allez, ça sert à rien de continuer, d'insister. Quand ça veut pas, ça veut pas. Non, mais c'est bien. 7 ans, il n'y avait pas de regret à avoir, pas de remords. Et nouvelle aventure B612 depuis septembre du coup. Depuis septembre. Et je suis très très heureuse. Ouais, t'as l'air de t'éclater, c'est trop cool. Un peu plus général comme question, quels sont tes conseils pour communiquer justement avec les médias et les journalistes ? Le premier, et je pense le principal à mes yeux, c'est de nouer des relations personnalisées. S'il y a le terme relation dans relation presse, c'est pas un hasard, c'est que réussir à rayonner en termes de médiatiquement sur Lyon ou au niveau national pour une marque, c'est pas possible si vous ne connaissez pas les journalistes et si vous entretenez pas la relation personnellement. Donc ta presse, bien sûr, c'est des logiciels comme ça, c'est très bien pour avoir du volume, mais c'est aller sur les événements régulièrement, c'est faire la RP, relations presse, relations publiques, tout est mélangé dans tout ça. Il faut être là, il faut boire du champagne et manger des petits fours, quoi. C'est ça, chiant, c'est hyper chiant. C'est trop chiant. Donc moi je pense que c'est vraiment ça, c'est de nouer des relations et de réussir à marquer les esprits en
en étant là régulièrement, quoi. Ouais, et ça passe, faut être là, il faut être là. Il faut être là, et une fois de plus de l'humain. Des mails, ça ne sert absolument à rien. Il faut aller boire un café. Un coup de fil. Et ce qui me fait rire, c'est que récemment, je trouve que Instagram est maintenant le canal de proximité le plus dingue. Et que je me rapproche typiquement des journalistes à qui j'ai travaillé pour DigiSchool, que j'ai recroisé là pour d'autres startups. Donc je les ai effectivement sur LinkedIn, bien sûr. Par mail. Mais dès que vous les avez sur Instagram, vous voyez leur vraie vie déjà, leur vie de famille, et puis l'interaction est tellement simple, et je me rends compte que du coup ça vraiment, ça entretient très facilement. Tu pars en week-end, il faut des journalistes, ils partent en week-end dans des endroits que je connais, on est là, tiens, on met un smiley, on réagit, et puis après quand on se rappelle pour mettre en avant une start-up ou une actu, tac, comment tu vas, quoi. C'est facile. D'accord. Ça facilite. C'est vrai. Ok. Quelle est la plus grande épreuve que tu as dû affronter dans ta vie pro et comment tu l'as surmontée ? Je vais rebondir justement pour faire un fil rouge. Je pense sur le développement de l'offre offline DigiSchool. Quand on a voulu lancer les salons, les 24 heures de l'orientation partout en France, on voulait que ce soit en synchro dans les 5 villes, et on a eu des jours où à Montpellier, donc c'était des salons très thématisés. Donc, par exemple, on pouvait avoir un salon le samedi sur les métiers du design et du graphisme à Montpellier. Pour aller recruter des étudiants qui sont qualifiés en amont et que les écoles puissent les rencontrer, c'est pas facile. Et on a eu clairement des événements où on avait 10 jeunes sur notre salon, avec 10 écoles qui sont là, qui ont payé pour être présentes et pour faire de la mise en relation avec leurs futurs étudiants. Être donc tu organises l'événement en amont, tu es sur le lieu, tu as les écoles, tu les vois commencer à bouillonner dans leur sens, il n'y a personne, elles ne peuvent pas vendre leur offre. On s'est retrouvés à fermer parfois à 11h le salon, à devoir annuler, etc. C'était très très dur, ça. Évident, et le vrai pragmatisme qu'il fallait avoir, je pense, c'est qu'on est revenu sur après des échelles plus raisonnables, en disant, écoutez, clairement, on peut pas avec les équipes qu'on est, on était très très réduits, on est dans 2-3 personnes pour gérer 90 salons sur l'année. C'était énorme. Et donc du coup, on est revenu sur des ambitions moindres, plus réalistes, plus atteignables, et on est resté sur Paris et Lyon. D'accord. Voilà. Donc on s'est repositionné. Mais ça a été clairement un échec. Une leçon, un échec et une leçon. D'accord. Quelle est ta plus grande fierté pro jusqu'à présent ? Je n'ai pas une, et je préfère me dire que ma plus grande fierté pro depuis que je travaille, c'est que tous les matins, à part sur la fin, à chaque fois c'est toujours plus compliqué, c'est de choisir chaque matin à quoi va ressembler ma journée. Je me suis jamais sentie pieds et mains liés dans mon travail. Et je pense que ma plus grande fierté, c'est d'être libre. Et je me sens extrêmement libre. Surtout B612, qui ont des vrais... où l'ambiance et les deux directeurs, Cédric et Sylvain, ont vraiment des valeurs liées au future of work, qui est un peu la tendance actuelle, mais qui se vit vraiment. On peut en parler de future of work, mais venir au B612, c'est le vivre, l'incarner. Et moi, j'ai une liberté... de travail, de mission, de lieu, d'horaire qui est incroyable. Génial, et du coup, je me sens pleinement maître de tout ce que je fais. Donc, je le fais encore avec plus de maîtrise et de plaisir et de performance, je pense. Ouais, d'accord. Pour toi, le future of work, c'est le remote, c'est le télétravail. Ouais, voilà. C'est penser comment est-ce que la posture entrepreneuriale doit évoluer. Et comment est-ce que nous, les entrepreneurs qu'on accompagne au quotidien, comment faire en sorte que leur posture entrepreneuriale puisse à terme vraiment influencer d'autres structures qui sont encore très archaïques. Il y a des scènes moi, qui m'ont choquée sur la confiance aussi dans le home office, etc. Là aujourd'hui, donc j'ai mon petit garçon, je me pose même plus la question si j'ai un rendez-vous médical ou si j'ai une activité. Jamais on me tiendra à rigueur de pointer parce que je suis arrivée à 10h ou je suis partie à 5h, mais jamais. La question ne se pose même plus, quoi. Et c'est ce présentéisme franco-français d'être là de 9h à 18h, mais à tout prix, c'est absolument ridicule, ça me rend hors de moi. Et les blagues des collègues à 2 balles, t'as pris ta journée, quand tu pars à 5h, c'est bon. Et vraiment, et ça, c'est catastrophique. Et là, effectivement, s'il faut rebosser de chez moi à 10h, comme mon fils est couché 1h, il n'y a pas de souci. Si j'ai un événement, événementiel, on sait tout ce que c'est. On peut finir à minuit, ça peut déborder, c'est comme ça. Et si un matin, j'arrive à 10h parce que je voulais dormir plus, je le fais, clairement. Et ça, c'est une liberté qui est incroyable. Moi, c'est pas dans toutes les entreprises françaises. Non, on en est très très loin. Et même certaines startups qui se disent startup sont tellement old school. Tellement old school. C'est vrai. Vraiment. C'est intéressant ce future of work. Quelle est la partie qui te plaît le plus là dans ton métier maintenant ? Je crois que j'aime vraiment bien les relations presse.
Je crois que j'aime vraiment bien les relations presse parce que je trouve que c'est ingrat, mais quand ça marche, ouais, c'est vraiment agréable. Et après, je reviens là doucement, ça faisait longtemps, à la création de contenu. Ouais. J'ai fait beaucoup de social media, beaucoup de social media, aussi, beaucoup d'événements. Ouais, j'en ai toujours beaucoup fait. Enfin, alors, c'était ma passion première, c'était vraiment d'écrire. J'aurais voulu être romancière. C'est vrai. Ouais, mais c'est pas fini. Ouais, On en parlera après. Ok, cool. Mais je fais beaucoup d'événementiel. Donc l'événementiel, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. C'est quelque chose que je crois savoir faire. J'ai une relation aux gens qui est assez simple. Mais je trouve que la création de contenu, là, j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont assez incroyables de bienveillance et de brillance. Je trouve que c'est le combo ma théorie du WB, bienveillance et brillance, d'accord. qui est essentiel. Et Sylvain Cédric l'incarne parfaitement, cette théorie du WB. Et donc du coup, j'écoute beaucoup, je prends beaucoup, j'apprends beaucoup sur la deep tech, l'entrepreneuriat, l'innovation, le financement, les levées de fonds. Et donc du coup, que ce soit des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes qui accompagnent, etc. Et je trouve que la création de contenu, c'est la chance de pouvoir faire une synthèse de tout ce flux d'infos qui me parvient, qui est hyper riche. Donc, je passe ma vie à prendre des notes. Je passe ma vie. Et quand j'ai le temps, j'adore me poser et faire OK, là, je me pose et je croise tous ces éléments pour en faire un article qui, après, j'espère, est lu. Quoi. Le problème aujourd'hui, c'est sur là, j'en ai écrit un hier à LinkedIn sur la deep tech qui est... que je trouve assez intéressant, parce qu'il y a une étude qui est parue récemment, effectivement, qui disait qu'il y avait beaucoup que les startups deep tech françaises avaient du mal à attirer des fonds d'investisseurs. Et nous, avec le BC112, on fait partie du consortium Pousse Atlas, qui regroupe 27 structures d'accompagnement entrepreneurial, labos, etc., de la région Lyon-Saint-Étienne. Et en fait, c'est lié au fonds French Tech Seed qui permet d'accompagner les startups deep tech en levée de fonds. Et BPI France abonde derrière en doublant la mise de levée de fonds. Okay. Et donc, du coup, j'ai fait un article en m'interrogeant sur dans quelle mesure les initiatives du fonds French Tech Seed vont permettre de lutter un peu contre ce sous-investissement français. Donc j'aime bien, j'aime bien croiser un peu comme ça tous les contenus, tous les propos. C'est limite du journalisme en fait ce que tu fais. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu du journalisme. Sauf que bon, c'est un peu ça. Et c'est la chance de pouvoir faire ça aussi. Un matin, je me lève, je veux écrire, j'écris. Matin, je me lève, je vais faire du social media, je fais un social media. Matin, je me lève, je vais avoir un gros micro devant moi argenté. J'appelle Alice. C'est chouette. Super. Est-ce que tu as des conseils pour celles et ceux qui nous écoutent de manière générale dans ta vie pro, si tu devais revenir en arrière et te donner des conseils ? Ouais, j'en ai un qui va paraître très, très prétentieux, mais je pense pas qu'avoir confiance en soi, ce soit forcément un tort. Je marche beaucoup aux réactions viscérales. Quand j'ai rencontré Sylvain, quand j'ai su qu'il allait se passer quelque chose, je me suis assez écoutée et je pense qu'il faut vraiment écouter ce qui se passe au fond de soi et que personne de mieux que nous ne peut savoir ce qui est bien pour nous. Et que bien sûr, il faut écouter, il faut s'entourer, il faut tenir compte de ce qu'on vous dit, mais je pense qu'il faut vraiment surtout observer ce qui se passe et que les jolies choses, comme des rencontres avec Sylvain ou comme des opportunités comme j'ai pu avoir avec le BC112, sont trop rares pour passer inaperçues. Que quand on les identifie, il faut vraiment les prendre à cœur et pas se dire c'est un détail. Je pense qu'il faut écouter. Il faut écouter, il faut vraiment observer ce qui se passe dans nos vies et en soi et en prendre les conséquences. En fait, faut écouter ses tripes. Ouais, absolument, de façon très viscérale. Non, absolument. Quand c'est au fond de soi, c'est une évidence en fait. Ouais. Moi, je sais que quand j'ai quelque chose qui me taraude tout le temps, qui revient tout le temps, c'est qu'il y a un truc qu'il faut que je creuse. S'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Ouais, c'est ça, exactement. Super. Est-ce que tu peux nous donner des outils fétiches ou des logiciels que tu conseilles ? Alors, le problème, c'est, je te disais au début, je me considère pas comme une tech. Hein. Ouais, pas du tout. Donc, pour moi, mes deux principaux outils, c'est mon cerveau. Mon cerveau et Word. Parce que c'est là où je peux tout coucher et tout écrire. Ou alors des sites web que tu aimes bien. Mais par contre, je dirais que juste pour rebondir sur les meilleurs outils, moi, je sais que j'ai clairement une faiblesse, une zone soit d'amélioration ou clairement de faiblesse, c'est que je ne maîtrise pas du tout tout ce qui va être outil de design graphique. Que ce soit Sketch, InDesign, Photoshop. J'ai essayé, franchement, j'arrive pas. J'ai en tête exactement ce que je veux, mais j'arrive pas à le faire. Donc moi, les meilleurs outils, ce sont les talents
avec qui je travaille. Et j'ai eu la chance justement chez DigiSchool de bosser avec Jonathan, qui était un graphiste mais de talent que j'adorais, en plus humainement, qui est devenu un très bon ami. Et je lui disais, John, je lui faisais un dessin comme ça à l'arrache sur une feuille. Il me dit, elle va encore me faire la chapelle Sixtine. Il me dit, mais arrête. Et je lui disais ça, il retournait bosser, il revenait. Et il m'avait envoyé exactement ce que j'avais en tête. Dingue. Et ça, pour moi, il n'y a aucun outil qui peut remplacer une relation, une fois de plus, humaine, entre une idée de quelqu'un, des propos et juste une connexion humaine et un feeling, quoi. C'est top, ça. Et quand ça match, ça remplace tous les outils, quoi. Quelles sont tes adresses coup de cœur à Lyon? Alors, j'en ai identifié 3. Ouais. La première, c'est j'ai déménagé récemment, je me suis réinstallée sur la place Satonnet, dans le premier, qui est quand même une des places les plus agréables. Ouais, et en fait, je suis juste au-dessus de chez Clio, qui est ma voisine, sur le bout de la langue, qui est place Satonnet, où ils font des glaces assez incroyables, des gaufres et des crêpes assez incroyables. Et mon petit garçon qui a 4 ans et demi, du coup, passe un peu sa vie chez Clio. Donc j'ai jamais autant mangé des glaces au café, à la noisette de ma vie. Elles sont vraiment excellentes. Par contre, il y a un monde de dingue en termes de business. Moi, je pense qu'il faut faire des glaces. Je crois que c'est là. Avec le réchauffement climatique. Il y a un truc. Même là, il fait pas encore très beau. Et le dimanche, je me mets à ma fenêtre. Je donne vraiment. Je suis au dernier étage, donc je vois la place. Et il y a une file d'attente incroyable. Ah ouais. Elles sont vraiment connues pour être très bonnes. Okay. Donc ma première, ma deuxième, qui est assez sympa et qui est inédit, et j'aime bien à Lyon, les terrasses cachées, c'est le musée Gadagne, dans le Vieux-Lyon, où ils ont un jardin suspendu. Je suis toujours pas allée. En plus, quand tu ne connais pas, tu ne peux pas y aller. Il faut prendre faut rentrer dans le musée, passer devant le comptoir du musée, dire non merci, je ne vais pas au musée, prendre l'ascenseur et arriver au dernier étage. Et c'est hyper accessible, c'est bon, et le cadre est juste incroyable. Il y a un petit jardin qui est sécurisé, les enfants peuvent jouer, c'est juste sublime. Génial. Et ma dernière, vu qu'on est vendredi et que c'est l'apéro, je dirais c'est le Voyou au Brotteau, chez Bertrand et Fétry, qui sont des amis, qui ont également le Barrio au Brotteau, qui était à l'époque dans le premier, et qui ont également le syndicat rue Mercière. Et ce que j'aime beaucoup au Voyou, bon là d'être avec Bertrand et Fétry, c'est que le son est très français, c'est du Goldman, c'est du Noir Désir, on adore. Super. Et pour finir, j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose qui t'a inspiré, ému, réjoui ces derniers temps. Professionnellement, je parlerai de la conférence de presse de Hachette, qui a eu lieu il y a un mois, là, le nouveau lieu totem de la French Tech à Lyon, où il y avait vraiment beaucoup de monde, où le contenu de la conf de presse était très diversifié, où beaucoup de personnes différentes prenaient la parole, c'était très rythmé, et ils ont vraiment eu ce talent, Cédric et Marie, que j'apprécie énormément, de réunir tout cet écosystème entrepreneurial lyonnais dans une vraie bienveillance. Pourtant, Dieu seul sait à quel point parfois il y a des petits pics tout le temps dans l'écosystème. Et je trouve que pour l'instant, ils ont réussi à faire ce travail de fédération et qui est assez joli. Et le lieu va pas tarder à ouvrir, il me semble. Ils ont accueilli leur première start-up le 1er avril. Ça, notamment, on en a 2 start-up, nous, Rod Biscore et Smash, qui sont là-bas. On a pris des places là-bas. Top. Donc c'est le Fleet 1 qui a été intégré. Ouais, c'est vraiment un super lieu. Et ils ont une partie événementielle. En fait, c'est l'ancienne Alchira où il y avait des nuits sonores. Donc ils ont une partie événementielle qui mérite, je pense qu'il va nous faire 2-3 belles soirées avec Artie Party derrière, ça va être sympa. Et pour finir, mon dernier coup de cœur perso qui va me faire, j'espère, ouvrir une autre carrière, c'est que j'ai toujours du coup voulu écrire un livre. Et j'ai récemment eu un changement de vie pro assez important avec une séparation après 10 ans de vie. Et j'étais l'autre jour à Marseille en week-end et il y avait Elle, le magazine Elle, que j'aime beaucoup, qui passe toujours très bien en week-end. Et il y avait 4 pages sur les romans qui étaient parus récemment, notamment il y a Yann Moix, il y a Fouane Kinos, qui est mon auteur préféré, qui traitait de la rupture. Il disait comment est-ce qu'on peut encore en 2019 parler de la rupture alors que c'est un sujet qui a été traité, retraité. Et donc je me suis dit, en lisant cet article qui était hyper bien fait, en croisant pas mal de livres comme ça justement sur le thème de la séparation, je me suis dit, il n'y a pas raison que moi non plus je puisse pas mettre mon histoire à plat. Donc j'ai commencé à écrire il y a quelques semaines. D'accord, top. Et je me force, c'est vraiment une rigueur je pense, de réussir un exercice de rigueur et de régularité. Et donc ça fait 2 semaines que j'écris tous les jours. Et j'avance très bien. C'est génial. Voilà. Et donc du coup, donc peut-être que j'aimerais qu'on va te croiser en librairie. Je sais pas, mais en tout cas c'est un rêve que j'avais depuis tout le temps et que j'ai enfin mis ton livre dans une librairie. Et surtout j'ai enfin, même s'il n'est pas édité, mais je me suis dit j'ai enfin été au bout de ma passion pour l'écriture. Ton processus. Et puis je me dis que c'est hyper aussi, personnellement. Aidant de mettre sur papier. Ouais, c'est une catharsis. Ouais, toujours absolument. De mettre sur papier. Puis c'est gratuit. Alors, au lieu d'aller chez le psy, voilà, écrivez un livre. C'est top. En tout cas, merci beaucoup, Pauline, merci de à toi, m'avoir Alice. accueillie. Et c'est un super podcast. Merci, à bientôt.
Le podcast est à présent terminé, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous invite à retrouver Gone Digital sur SoundCloud, sur iTunes, sur Spotify, mais aussi sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Voilà, le lion est présent un petit peu partout. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter mensuelle de Gone Digital avec tous les bons plans des invités, leurs bonnes adresses et les outils. Voilà, je vous dis à très vite, merci.